L'ordre du jour, nous en passons à notre sujet pour débattre ce matin, la situation au Yémen. Il s'agit d'une crise qui évolue, bien entendu, et qui nécessite toute notre attention de la part de l'Union européenne en termes de l'engagement qui doit être le nôtre. Nous avons invité le chef de la délégation au Yémen, Madame Martina Boshrat, qui est présente parmi nous. Elle va pouvoir nous communiquer l'évaluation des développements les plus récents, puisque nous suivons de toute façon tout ce qui se passe. L'Arabie Saoudite a lancé une opération au Yémen. Il y a eu certaines frappes. Cette coalition est menée donc par l'Arabie Saoudite. Les pays du Conseil de coopération du Golfe y participent, à l'exception de Oman. Le Maroc, le Pakistan également participent par des moyens de renseignement, et les États-Unis également. Il s'agit d'une intervention qui se fonde sur l'appel qu'a lancé le président Hadi du Yémen, puisque de toute façon les rebelles Houthis avaient donc attaqué Aden, où le président s'était réfugié, et ensuite là Sanaa a également été attaqué. Donc les Houthis contrôlent la situation dans le nord, et l'Arabie Saoudite a accusé également l'Iran d'ingérence au Yémen en soutenant les rebelles Houthis. Il est important également de garder présent à l'esprit qu'en moyenne 4 milliards de barils de pétrole passent de façon quotidienne par le détroit existant entre le Yémen et Djibouti, reliant la mer Noire et le golfe d'Aden. Il n'est étendu que de 18 miles. Le ministère de l'Énergie a repéré ce détroit comme étant extrêmement important pour le marché du pétrole. Le pétrole est transporté et tous les pétroliers passent par cet endroit-là, plus le canal de Suez pour se rendre en Europe. Sans plus attendre, je donnerai la parole à Madame l'ambassadeur pour qu'elle puisse nous éclairer sur l'état de la situation et pour ce qu'il en est de la crise. Je vous en prie. Well, thank you very much. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis venue plusieurs fois au Parlement européen pour m'exprimer. J'ai été invitée en 2012, avant de prendre mon poste au Yémen, pour vous parler de la situation au Yémen et pour voir ce que l'Union pouvait faire. À l'époque, le Yémen connaissait, disons, le succès. Maintenant, les différentes forces ont fait tout ce qu'elles ont fait pour rétablir le statu quo, mais de nouvelles forces voulaient prendre leur part au pouvoir et pour ce qui était des ressources. Donc j'ai pensé devoir fournir un certain nombre d'informations sur l'évaluation à laquelle on peut se livrer. Je dirais que il y a un problème national qui se pose et qui constitue le point de départ. Tout cela, 35% des Yéménites sont des Haïtis. C'est un sous-groupe des chiites. Et les Haïtis, d'où viennent les Houthis, sont liés aux sunnites. Ils prient dans les mêmes mosquées. Il y a eu des mariages entre les différentes communautés. Le sectarisme n'a jamais été un problème. Le président Salah Zaidi lui-même a contrôlé pendant longtemps la situation et bien entendu, au fil du temps, ce mouvement a gagné un certain pouvoir. Les campagnes militaires qui ont été menées contre eux, ils les ont transformées en un succès qu'ils se sont attribués. Cela vous en dit long sur l'esprit militaire qu'a ce groupe. Alors l'identité religieuse s'est accrue, ce qui les a aidés à prévoir animer leur campagne. En 2011, les Houthis ont participé à certaines conférences en matière de dialogue social. Ils ont été présents dans le Nord. La légitimité des autorités a été contestée et ce groupe en est passé de la marginalisation
a une position différente. L'expansion de ces groupes, le fait qu'ils aient pu conquérir la capitale a été facilité par les groupes tribaux loyaux au président Saleh qui ont estimé que c'était une possibilité justement pour aider à leurs propres droits. Bon, dans le Nord, on a plutôt une société orientée vers le tribalisme. Ensuite, l'armée s'est sentie un petit peu oubliée durant la transition. En septembre, un accord de partenariat national a pu être conclu. On en a appelé à des garanties de sécurité de la part des Houthis. On en est revenu aux positions précédentes. On a pu mettre en place un gouvernement technocratique. Cela a été un succès pour les Houthis qui ont pu donc participer. Et l'aile militaire a dépassé donc les dirigeants politiques, s'est développé. Le gouvernement a dû démissionner le 22 janvier. Pour le reste, je pense, de ce qui s'est passé, vous en avez connaissance. Les négociations au niveau des Nations Unies ont repris. Un envoyé spécial était présent, mais il n'était pas efficace. Et les Houthis, le 6 février, ont présenté une déclaration. Ensuite, les missions ont été évacuées. Monsieur Hadi est parti. Un nouveau desk officer a été envoyé. Il s'est rendu ensuite en mars en Arabie Saoudite. À ce stade, ce que l'on constate, c'est que vraiment, les Houthis sont vraiment présents. Bon, ils voulaient participer au pouvoir, prendre leur part des ressources, mais ils ont poursuivi l'expansion qu'ils avaient prévue avec les forces de Saleh. Les analystes pensent que les Houthis ne peuvent pas vraiment contrôler les pays. Aucune force n'est en mesure de contrôler le Yémen à l'heure actuelle. Et donc, pour l'instant, les objectifs de leur côté ne sont pas clairs quant à ce qu'ils souhaitent obtenir ou mettre en place. Ils veulent le partage de pouvoir ainsi que le partage des ressources. C'est leur objectif principal. La situation, quelle est-elle à l'heure actuelle? On en est à un stade où l'on a un certain nombre d'actions militaires qui se déroulent sur le terrain. La coalition liée par l'Arabie Saoudite a été lancée le 26 mars. Ils ont eu l'impression que les intérêts en matière de sécurité étaient en péril. Certaines lignes rouges avaient été franchies. Maintenant, le pays est fragile et la transition vers la paix est considérablement mise en péril. On a deux camps qui s'affrontent. Certains sont loyaux vis-à-vis du président Hadi. Deux camps s'affrontent, je l'ai dit. M. Hadi demeure le président légitime. Il a retrouvé le pouvoir après avoir démissionné. Il a bien sûr démissionné sous la menace. Et donc il est par la suite revenu sur sa décision. Il y a des éléments internationaux qui sont venus s'ajouter à la crise. Le pays a subi un blocus qui a exacerbé la situation. Malheureusement, il y a quasiment eu une catastrophe humanitaire avec des effets d'entraînement qui auraient pu se répercuter à toute l'Afrique. Nous avons à l'heure actuelle énormément de personnes, des centaines de milliers de personnes déplacées. Ne parlons même pas des personnes qui rentrent en Arabie Saoudite. Ça fait à peu près 500 000 Somaliens également de la Corne de l'Afrique qui sont concernés également. Alors, les enjeux maintenant. Nous pensons que pour l'instant, ce qui devrait être au cœur de nos discussions, c'est que c'est un pays qui vraiment connaissait déjà l'échec et c'est un État qui risque carrément de ne plus pouvoir fonctionner. Durant le temps que j'ai passé au Yémen, les institutions gouvernementales, elles étaient quasiment inexistantes. On n'avait quasiment rien dans les provinces. Il y avait bien entendu
un problème de financement, un problème de gouvernance qui est le résultat d'une mauvaise gestion de 30 ans du président Saleh. La commission des sanctions des Nations Unies nous a dit qu'il y avait vraiment eu des pertes considérables, 2 milliards de dollars par an sous son mandat. Bien entendu, cela fait l'objet de discussions au niveau des États membres et au niveau des Nations Unies. Ce que nous demandons, ce que nous demanderons, c'est que l'on retourne à la table des négociations. Il apparaît très clairement pour tout le monde qu'on en est à la 3e semaine de cette campagne militaire. Il est fort peu vraisemblable qu'une solution militaire soit trouvée. Si l'on était revenu à la table de négociation après quelques jours, les choses se seraient passées de façon différente, bien entendu. Mais ici, c'est clair, ce qu'il faut, c'est trouver avec nos partenaires du Golfe les voies et moyens permettant à tout un chacun de s'éloigner de la violence, de reprendre les négociations. Sur base des paramètres existants, on a l'initiative du CCG, pardon. On a également cette conférence du dialogue international qui a eu lieu. On a l'accord de paix de partenariat de l'an dernier. Toutes les parties doivent être représentées dans le cadre de ce dialogue. Si l'on choisit certains endroits où les participants ne pourront pas se rendre, cela aura un impact sur les négociations et sur la validité qu'on pourra en attendre. Ce qui est clair également, c'est que ces négociations, elles devront être précédées d'un cessez-le-feu complet. Malheureusement, ça ne va pas vraiment se produire rapidement, selon nous. Ce que nous disons, c'est que ce cessez-le-feu doit intervenir le plus rapidement possible, parce que chaque jour, le processus se poursuit et le pays va s'enfoncer de plus en plus dans le chaos. Les objectifs des négociations menées par les Nations Unies sont les suivants: mettre en place un gouvernement d'unité nationale, s'en tenir à l'initiative, tenir compte du fait qu'on a un président légitime. Le président a dit, le CCG devra également être impliqué, soutenir le processus, et il y a également un certain nombre d'étapes à poursuivre pour justement reprendre cette transition qui a perdu, qui a cessé l'an dernier. Les protagonistes ont pris la voie qu'ils ont souhaité prendre pour essayer de faire avancer leurs objectifs à l'époque. Ce qui me préoccupe, et j'en terminerai sur cette note, eh bien, c'est les pertes civiles. 650 000 personnes. Bon, il est difficile pour l'instant d'avoir des chiffres clairs. Les opérations humanitaires d'écho ne peuvent pas avoir accès justement au pays. Ce n'est que le 10 avril que quelque chose a pu se produire pour l'envoi de denrées alimentaires et de médicaments. Permettez-moi d'en terminer en précisant que les Nations Unies doivent conserver leur rôle de chef de file, le rôle qu'elles ont eu dans le passé. Il ne faudrait pas lier le processus à une seule personne. Il faut vraiment insister sur les efforts que doivent déployer les Nations Unies. Nous pensons que cette organisation peut en faire plus pour essayer d'accélérer les choses, pour faire en sorte que ce conflit donne lieu à une transition politique. On avait commencé par cela, d'ailleurs, en 2012, quand j'étais venu vous rendre visite. Merci. Excellence pour cette présentation très détaillée. Je donne maintenant la parole à Madame Aliou-Marie, présidente de la délégation pour les relations avec les pays du CCG et le Yémen.
Merci, Monsieur le Président. En mon nom et au nom de mes collègues du bureau de la délégation, je tiens à remercier le Président de notre commission d'avoir répondu à notre demande d'organiser effectivement un débat sur le Yémen, où la situation apparaît aujourd'hui totalement dramatique, alors même d'ailleurs qu'il s'agit d'un pays qui peut jouer un rôle considérable dans l'ensemble de la région. Je pense que le pays, le Yémen, aujourd'hui, cristallise en quelque sorte des tensions et des rivalités qui existent sous-jacentes dans l'ensemble de la péninsule arabique. C'est l'ensemble des pays du Golfe qui pourraient y perdre leur équilibre stratégique et du fait du rôle que joue cette région dans le monde, il pourrait y avoir des répercussions dans l'ensemble du Moyen-Orient, voire au-delà. Cela peut expliquer d'ailleurs que l'Arabie saoudite, soutenue par la communauté internationale, par 9 pays arabes, s'oppose à la tentation de mainmise sur le pays des Houthis, soutenus par l'Iran, l'État islamique et AQMI. Alors, ce que je voudrais demander à l'ambassadeur, au-delà de sa présentation extrêmement complète, et intéressante, c'est quelles solutions sont réellement envisagées, parce que je vois bien les bonnes intentions, mais il y a notamment l'une des idées qui a été émise il y a quelques semaines, au-delà du partage du pouvoir et des ressources, de la partition du pays lui-même. Est-ce qu'il y a un véritable risque de revenir dans cette situation de Yémen du Nord et de Yémen du Sud que l'on a connue pendant des décennies et qui gelait un certain nombre de conflits? Deuxième question que je voudrais poser aussi, c'est au-delà de l'action humanitaire, indispensable bien entendu, même si elle apparaît aujourd'hui très difficile à mettre en œuvre, notamment à Aden, que peut faire réellement l'Union européenne? Et ce que je voudrais savoir, c'est si, à ses yeux, l'Union européenne pèse réellement. Quand je me suis rendue au Yémen, j'ai eu l'impression que dans la population, l'Union européenne, c'était quand même une notion extrêmement vague, pour ne pas dire complètement étrangère. Donc aujourd'hui, l'Union européenne a-t-elle un poids réel dans les négociations, directes ou indirectes par l'action qu'elle peut mener auprès d'autres pays, et a-t-elle surtout une vision de ce qu'il faudrait pour le Yémen? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Maintenant, je donne la parole à notre collègue, Monsieur Khan, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Je voudrais moi aussi remercier Madame l'ambassadrice d'être venue nous rejoindre aujourd'hui. Il n'y a pas de solution militaire à ce problème, c'est évident. Bien au contraire, le potentiel d'aggravation des antagonismes dans toute la région est énorme. Les Houthis doivent comprendre que ce chemin dans lequel ils sont en train d'embarquer le Yémen est dangereux. Le Yémen doit jouer un rôle important et l'Iran, la Turquie, le Pakistan doivent jouer un rôle positif. Nous souhaitons éviter que les difficultés ne s'aggravent. L'histoire nous l'a appris. Les Houthis jouent sur deux fronts, le front militaire et le front politique. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent renoncer au front militaire pour ne miser que sur le front politique. L'Union européenne, à mon avis, doit jouer un rôle bien plus positif et doit veiller à ce que le consensus s'installe aux Nations Unies là-dessus. Il est important de désarmer les Houthis. Il faut donc imposer un embargo sur les armes concernant tous ceux qui agissent au Yémen. Le gouvernement de M. Hadi doit retrouver sa place. L'on ne peut accepter qu'un gouvernement soit renversé par la force. Il est important qu'il y ait plus de dialogue politique
avec des représentations du Nord et du Sud et avec une véritable unité. Et peut-être que, après ce conflit, nous devrions véritablement nous demander comment aider le Yémen à mettre en place des infrastructures civiles qui sont nécessaires si l'on veut avoir un État stable au Yémen. Merci, Monsieur Khan. Madame Lochbihler a demandé la parole. Danke, Herr Vorsitzender, und auch Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous, Madame l'ambassadeur, pour votre déclaration au Parlement. Nous avons envoyé une délégation au Yémen, je pense que c'était en 2011 ou en 2012. On l'a envoyé justement lorsque ce dialogue national a commencé. Mais ça n'a pas abouti à grand-chose, ce n'était pas stable parce que les Houthis n'étaient pas impliqués dans ce dialogue. À l'époque et aujourd'hui aussi, il est important que l'on ait des institutions fortes. Vous l'avez d'ailleurs indiqué également. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus longuement? Si jamais il y avait une trêve, si jamais il y avait des négociations de paix, comment voyez-vous le rôle de ces institutions publiques telles que le secteur des services ou les services judiciaires, comment pourront-ils être mis en place? Et puis vous nous avez dit que l'Arabie saoudite jouait un rôle essentiel dans ce conflit. Alors est-ce que le gouvernement saoudien pense tout faire pour que le Yémen ne devienne pas un failed state, mais pour que l'on revienne à une gestion du pays digne d'un État? Merci. Now I would like to give the floor to Mr. Epitiadeios, who also asked for the floor. Et puis, Monsieur Epitiadeios. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais soutenir le point de vue que la position de l'Union européenne de la crise au Yémen ne doit pas être unilatérale. Il ne faut pas que l'on prenne parti pour l'une des factions. Il faut que nous soyons impartiaux parce que nous devons avoir à l'esprit le problème qu'a donné cette implication unilatérale de l'Union européenne dans la crise en Ukraine. Il faut que nous évitions de se mettre dans le camp de l'un ou de l'autre, parce que sinon nous allons devenir une partie du problème plutôt que de résoudre ce problème. Merci. Thank you very much. Merci. Monsieur Howitt. Alors, tout d'abord, merci à l'ambassadrice d'être venue nous rencontrer. Grâce à elle, la sous-commission des droits de l'homme a eu une visite très fructueuse sur place à la fin de la dernière législature. Elle suit les événements au Yémen avec beaucoup d'attention. C'est une situation très délicate. Elle l'était à l'époque de notre visite. Elle l'est encore plus aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il il va y avoir des réponses de votre part. Mais je me souviens que lors du débat en plénière, la baronne Ashton avait dit qu'il y aurait une stratégie de la part de l'Union européenne. Et moi, j'ai l'impression que nous devrions faire preuve d'humilité. Nous devons essayer de comprendre dans quelle mesure nous avons échoué, pourquoi nous avons échoué. Nous avons rencontré le coordinateur des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et il nous a dit qu'il faut éviter que les pays n'arrivent à une telle phase, car c'est trop tard pour agir. Alors, peut-on tirer les leçons de ce qui s'est passé au Yémen? Peut-on voir pourquoi les choses n'ont pas fonctionné? Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il me semble que l'on avait prévu ce qu'il fallait au Yémen, mais on n'est pas arrivé au bout. On a parlé du printemps arabe, de tous ces événements, et il y avait des perspectives de transition au Yémen. Mais les institutions au niveau local n'avaient pas la capacité nécessaire pour que cette transition se fasse.
Donc, l'on peut peut-être dire que nous n'avons pas accordé un soutien suffisant. Et si c'est exact, cela signifie que nous avons des leçons à tirer quant à notre rôle vis-à-vis des pays tiers. Et enfin, bien sûr, il est important de soutenir ce qui se fait aux Nations Unies, mais il est important de savoir s'il y a une sorte de guerre par procuration menée par l'Iran au Yémen. Car il faut aborder cette question si l'on veut vraiment régler les problèmes dans ce pays. Merci, Monsieur Howitt. Je rends la parole à Madame l'ambassadrice pour qu'elle essaie de répondre à toutes ces questions. Merci pour ces très bonnes questions. Je vois que vous suivez de près la situation au Yémen. Je voudrais commencer par la fin. Oui, je pense que nous devons tirer les leçons qui s'imposent. Nous avions une approche globale, il y a eu des promesses faites par les pays donateurs, il faut donc faire preuve d'humilité. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Le Yémen était engagé sur une voie et en 2011, toutes les parties qui s'opposaient, aujourd'hui, avaient pris un certain recul par rapport au gouffre dans lequel ils étaient prêts à se plonger. Et on se rend compte qu'ils sont en train de se rapprocher à nouveau de ce gouffre. L'on avançait vers la transition, certes, mais lentement. Et la population attendait véritablement des résultats et elle a fini par perdre confiance dans le gouvernement, l'unité nationale qui était en train de s'installer. Le gouvernement ne faisait pas grand-chose pour que la population fasse davantage confiance en ce qu'il faisait. Et puis, il faut dire également que des décennies, voire siècles de conflits avaient laissé des séquelles très marquées au Yémen. Et c'est ainsi que tous les problèmes n'ont pas été abordés de manière véritablement globale. Deuxièmement, il y avait en place un président qui voulait vraiment bien faire, un président qui était vraiment prêt à apporter le changement. C'était une personnalité très positive au Yémen, mais il n'a pas réussi car les forces qui étaient présentes sur le terrain essayaient malgré tout de semer des embûches sur son passage et il n'a pas bénéficié de suffisamment de soutien interne. Quant à la communauté internationale, bien souvent, nous ne disposons pas des mécanismes nécessaires pour agir plus rapidement, pour aider plus rapidement un pays dont les institutions n'arrivent pas à agir pour la transparence et la lutte contre la corruption. Le Yémen est un des pays les plus corrompus au monde. Vous êtes autorité budgétaire et donc vous savez qu'il est difficile d'envisager un mécanisme de paiement de fonds rapide. Tout cela prend du temps, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Vous avez également abordé une autre question très importante. La capacité de l'Union européenne d'intervenir. On a parlé des Houthis, de leur participation au dialogue national. Ont-ils participé ou pas? Eh bien, ils ont participé. Je crois en avoir parlé déjà tout à l'heure. Et ils l'ont fait de manière efficace. Tout le monde considérait que les Houthis étaient une force constructive. En effet, les Yéménites me disent toujours que les Houthis font partie de la société, ils font partie du pays. Et c'est une force politique qui est apparue et c'est une composante essentielle de la société yéménite.
Je pense que l'Union européenne peut jouer un rôle très important. Nous avons réalisé une analyse du conflit au mois de février. Nous nous sommes penchés sur tous les différents vecteurs de manière plus analytique et l'on s'est rendu compte très clairement que l'impartialité de l'Union européenne est très importante. Et c'est important également dans le cadre du DG10, c'est-à-dire un groupe d'ambassadeurs constitué en 2012, qui a montré que la communauté internationale est unifiée. Et également l'Union européenne, mais aussi les pays du CCG, et puis également certains autres États comme le Japon, la Turquie, qui ensemble ont déclaré leur soutien au Yémen. Et les Nations Unies également se sont exprimées. Il était important donc de tendre la main à toutes les parties, y compris ceux qui ne se reconnaissaient pas dans l'initiative du CCG. Et nous continuons de travailler avec toutes les parties prenantes sur place. Je dis bien toutes les parties prenantes. Il y a la mission de l'Union européenne sur place et des États membres sur place. Nous échangeons régulièrement avec les Houthis. Et ça, c'est très important parce que c'est un groupe qui a peu d'expérience politique et qui a commis plus d'une erreur jusqu'à arriver à ces éléments dramatiques. À présent, le rôle de l'Iran. S'agit-il d'une guerre par procuration ou pas? Eh bien, pendant longtemps, les Iraniens n'ont pas joué de rôle important au Yémen. Les Houthis se rendaient en Iran, il y avait des visites réciproques, des boursiers qui se rendaient sur place, éventuellement des conseils stratégiques donnés. Mais au cours de ces derniers jours, derniers mois, l'on constate que le rôle de l'Iran a augmenté, que la rhétorique iranienne a changé, notamment ces derniers jours. C'est bien sûr préoccupant pour nous tous. Nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui va contribuer à la résolution du conflit. Mais je souligne que le Yémen, et je sais que certains de nos partenaires sont d'accord avec nous, partenaires importants même, le Yémen, disais-je, considère que c'est un problème national qui doit être réglé en parlant de problèmes nationaux. Mais il est compréhensible que l'Arabie saoudite, vu le contexte géopolitique, considère que l'implication de l'Iran est une menace. L'Arabie saoudite estime qu'elle est acculée. Nous avons entendu diverses affirmations assez inquiétantes concernant des velléités expansionnistes. Donc nous avons entendu cette rhétorique qui ne contribue pas à la résolution du conflit. Et puis il y a également la question de l'impact véritable de l'Iran. Il y a deux navires qui ne sont pas dans les eaux territoriales du Yémen et qui sont iraniens, mais qui sont présents. Qui pour l'instant ne semblent pas être prêts à intervenir. Merci également de nous avoir rappelé le potentiel dramatique de ce conflit, c'est-à-dire que ce conflit risque de contribuer au conflit religieux dans la région. Le Yémen a été épargné de ce type de conflit jusqu'à présent. Comme je le disais tout à l'heure, les sunnites et les chiites vivent ensemble au Yémen. Et les Zaïdis sont une branche spécifique des chiites qui sont venus s'installer sur le territoire yéménite au Moyen-Âge déjà. Il n'y a jamais eu de problème. Ils se rendent dans les mêmes mosquées, il y a des mariages intercommunautaires. Les droits, les pratiques religieuses se ressemblent beaucoup. Mais les Houthis, et là il y a une petite distinction, les Houthis sont très intégrés au niveau local, mais bien sûr essaient de trouver du soutien là où ils peuvent en trouver.
raison pour laquelle les Houthis penchent plutôt vers l'Iran. Vu le contexte national que je vous expliquais tout à l'heure, ce n'est pas surprenant. Il est donc important, à mon avis, de renforcer les structures traditionnelles du Yémen. Mais pour ce faire, il faut d'abord retrouver la stabilité, il faut retrouver le dialogue et le partage des pouvoirs stables. Et il faudra probablement que la communauté internationale prévoie des mécanismes pour que les institutions se redressent plus rapidement qu'on ne l'espérait. Vu cette longue période d'instabilité qu'a traversé le pays sous le gouvernement du président Salah, qui, vous en souvenez, était au pouvoir parce qu'il était l'un des garants d'une stabilité qui, on le comprend maintenant, était très superficielle. Enfin, dernière remarque, le désarmement des Houthis. Il ne fait aucun doute que ce désarmement est fondamental si l'on veut qu'il y ait un processus de réconciliation. Mais c'est là un pays qui est le plus armé au monde. Bon, je ne sais pas qui fait des statistiques, mais il y aurait 68 millions d'armes de petit calibre dans le pays, entre les mains de la population, alors qu'il y a 25 millions d'habitants, dont 60% âgés de moins de 35 ans. Alors désarmer autant de monde, c'est une tâche énorme. Il est évident que la force doit être concentrée entre les mains de l'État, c'est ce nécessaire si l'on veut avoir un État stable. Il est important également d'insister sur la réforme du secteur civil. Quelques 40 millions ont été consacrés à la réforme du ministère de l'Intérieur et des forces de police. Également, certaines mesures, le système judiciaire. Mais pour l'instant, tout ceci est en suspens, vu la situation. Mais en tout cas, c'est ce que nous nous sommes engagés à payer très fermement et ce que nous sommes engagés à faire. Merci, Madame l'ambassadrice. Eh bien, ce débat d'actualité sur la situation au Yémen est clos. Nous passons à présent au compte-rendu de la 15e réunion interparlementaire